on va vous parler de Concordia, on va vous parler d'histoire de confinement, beaucoup de culture. Pas pour se la raconter, pas pour l'étaler, mais par contre pour prendre des leçons de gens qui en fait sont déjà dans leur quotidien en train d'être confinés. Et pour ça, j'ai l'impression qu'on va rejoindre Yann en direct. Comment tu vas, Yann? Salut Benjamin, est-ce que tu m'entends? Oui, ça passe bien. Cette fois-ci, ça passe bien. Ok, alors effectivement, je me suis mis un petit peu en condition parce qu'on avait eu des petits soucis la dernière fois pour le direct. Alors là, je me suis mis vraiment en condition pour des températures extrêmes. Je vais Normal. enlever mon cache-code et mon bonnet. Ouais. Ça, c'est le poisson d'avril qui est resté. Ça t'a inspiré des trucs, forcément. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais oui, mais c'est une base Non, antarctique, tout il ça, fait donc chaud. il fait froid, normal. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui Concordia, qui est une base franco-italienne en Antarctique, où ils vivent confinés quasiment 9 mois par an. Et on va démarrer la petite présentation tout de suite. Voilà, donc c'est une série en fait où volontairement Yann nous fait des recherches et va nous montrer différentes expériences. Que ce soit la dernière fois c'était une île très éloignée de tout et du coup ils sont habitués à tout ce que nous on vit et bah, comment on en tire des enseignements. Alors le C'est ça. Concordia, bah, ils sont pas beaucoup et ils sont quand même loin, loin, loin quoi. Ils sont loin de tout. Alors Concordia, en fait, vous voyez, sur la photo, c'est deux petits cylindres qui sont autour de nulle part. On va dire, ils sont au beau milieu de l'Antarctique. Donc là, si je prends une map monde, eh bien, on est, comment ça s'appelle, pas très loin du pôle sud, pas loin d'une base russe qui s'appelle Vostok. Et puis, on est à environ 4500 km de Wellington, qui est la plus grande ville en Nouvelle-Zélande où l'approvisionnement logistique se fait. Et on est à peu près à 1100 km de la base française de Dumont-d'Urville, qui est celle qui est la plus proche de l'océan. Alors, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, on est à peu près à 3000 mètres d'altitude. Et en moyenne, il fait entre moins 31 degrés quand il fait chaud et moins 80 degrés quand il fait vraiment froid. Donc, Ouais, c'est la base, vraiment ça des va. conditions très, très difficiles en termes de vie. Alors, comment ça s'est construit, ce Dôme C Concordia? Ça date de 77, puisque à l'époque, on a commencé à faire, les Américains et les Français ont commencé à faire des forages glaciers profonds pour faire des études de climat, vous savez, avec des carottes, où on va commencer à prendre en profondeur des échantillons de glace, eh bien, pour vérifier, pour analyser comment était le climat il y a des millions d'années, puisque la glace va garder toutes les particules d'atmosphère qui ont été glacées par couches successives. Ensuite, en 96, l'intérêt du site étant très, très euh, enfin, le grand intérêt du site pour toute la partie glaciologie, astronomie. En 96, il y a un projet qui va durer 6 ans pour la construction du dôme. Donc, vous voyez la photo, on a ces structures métalliques qui commencent à constituer les parties de vie. Ça a été très, très difficile en termes de construction, parce qu'il a fallu ramener beaucoup d'éléments, ramener des grues, des énormes grues. Il y a eu même un accident d'avion américain qui s'est abîmé. Alors, il n'y a pas eu de mort, mais l'avion n'a pas pu partir. Ils ont été obligés de le démembrer complètement. Donc, vraiment, ça a été des conditions de construction très difficiles. Et puis, en 2005, il y a eu le démarrage des hivernages, c'est-à-dire qu'au préalable, tous les travaux se faisaient l'été, puisque la température était plus supportable, bon, moins 30. Et les hivers ont commencé à attaquer moins 50, moins 60, donc c'était beaucoup plus difficile de vivre et surtout de faire les travaux. Et donc, les Italiens et les Français ont commencé à faire des hivernages pour rester sur toute la période et analyser la partie glaciaux, climat et climat pendant cette période. Et puis en 2018, ils ont commencé à déployer des télescopes radio pour avoir une finesse en termes d'analyse beaucoup plus importante. Donc voilà un petit peu pour le contexte et à quoi sert surtout Concordia. Donc on va dire que c'est un confinement un petit peu voulu et scientifique. Alors qu'est-ce qu'on fait à Concordia? J'en ai un petit peu parlé, mais on fait donc la glaciologie, de l'étude des couches de glace par carottage. On voit sur la photo un, un scientifique qui est bien équipé pour faire ce carottage avec ce petit cylindre de glace. De l'astronomie, puisque l'altitude est à 3200 mètres, donc on a une qualité atmosphérique incroyable. Vraiment, on est vraiment dans le domaine excusez-moi, le plus idéal pour faire de l'observation astronomique, de la sismologie pour la tectonique des plaques,
de la climatologie, avec bien sûr tout ce qui est lié au changement du climat et principalement l'état de la couche d'ozone. Et puis aussi, et c'est ce qui va nous intéresser, le comportement humain en confinement, puisque vivre 9 mois dans ces conditions-là, eh bien, ça va changer fortement la façon dont l'être humain va se comporter dans ces environnements. Tu veux dire que volontairement, ils le savent, ils sont là aussi pour s'auto-observer, s'observer entre eux, faire des études, quoi. C'est ça, tout à fait. Ils ont D'accord. vraiment, quand on part à Concordia, il y a tout un parcours médical et surtout psychologique pour savoir si vous êtes prêt à partir dans cette aventure. Parce qu'on va voir que les conditions sont très, très, très difficiles. Alors, comment se passe la vie sur Concordia quand on est confiné? Vous voyez, la vie va passer, on peut sortir. Alors, eux, ils ont un confinement un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir, pas comme nous aujourd'hui, ils peuvent sortir sans attestation, mais par contre, dès qu'ils sortent, c'est tout de suite moins stressant dans la figure. Donc, c'est vrai qu'une sortie, ça va prendre beaucoup de temps. Le rythme de travail va être extrêmement difficile puisqu'ils vont fatiguer, ils vont consommer beaucoup plus d'énergie pour mener à bien leurs travaux extérieurs. Donc, tout va se passer principalement dans ces bases de vie. Donc, vous voyez les schémas, je les ai représentés sur 2 schémas. Il y a une zone qui est une zone bruyante et une zone calme. Que la zone brillante, ça va être toute la zone de travail. On va retrouver même les machines, la cuisine, les salles de jeu, etc. Et puis, on va avoir les laboratoires, les chambres et puis l'hôpital qui vont être dans les zones calmes. Donc, c'est géré en deux zones. Donc, c'est un cycle de vie qui est basé sur les saisons été-hiver. Alors, il faut savoir que dans l'Antarctique, c'est l'hiver quand c'est nous l'été. Donc là, vous voyez, dans cette période-là, on va commencer l'hiver antarctique. Donc, les gens vont commencer un hivernage pour les équipes qui sont parties et qui vont rester un petit peu, qui vont rester quelque temps en hivernage. Donc, Ouais, quand on est en enfin, juillet, quand août t'es à en moins France, 30, quand il fait eh bien, chaud, je pense c'est que l'hiver hiver-été, en Antarctique. faut... Bon, excuse-moi. Oui, dis-moi. Quand t'es à moins 30 et que c'est ça qui fait chaud, été-hiver, faut le relativiser quelque part. C'est ça, mais c'est moins 30, c'est l'été. Voilà. Bon. En Antarctique, c'est un petit peu la règle. Alors, il y a 80, en été, justement, il y a 80 personnes, puisque on ne peut pas faire tenir tout le monde dans ces deux zones de vie. Donc, il y a un camp d'été qui a été construit, qui était même le camp d'origine, où les gens qui arrivent de manière temporaire pendant la période d'été vont être logés. Alors, c'est des algécos hyper isolés, mais c'est pas dans les zones de vie. Par contre, c'est vrai que la contrainte aussi, c'est les communications vers l'extérieur, parce qu'ils ont des téléphones satellites, bien sûr, mais ils ont un accès Internet très réduit qui équivaut à une petite ligne ADSL. Donc, c'est vrai qu'ils sont aussi très limités par rapport aux échanges qu'ils peuvent avoir avec l'extérieur, par rapport à ce que nous, on connaît à consommer du Netflix en confinement. L'équipe est internationale, donc sur Concordia, c'est une équipe franco-italienne avec pendant tous les hivernages, on a un chef de mission qui va être un chef de mission qui va changer tous les ans. Il y a eu en 2018, il y a eu un chef de mission français qui s'appelle Cyprien Verteux, qui est microbiologiste et qui a fait, c'est une partie de mes photos qui viennent de Cyprien, où il a fait toute une étude justement et une grosse communication sur la vie en Antarctique pendant cet hivernage. Il y a bien sûr un médecin urgentiste, parce qu'effectivement, vous êtes loin de tout, donc il va falloir répondre à tous les besoins sanitaires pour pouvoir opérer, pour pouvoir soigner une dent, voilà, quoi que ce soit. Et c'est souvent en fait un mix entre des techniciens et des scientifiques. On va retrouver des informaticiens pour la communication, on va retrouver bien sûr des médecins, des plombiers, des électriciens, des glaciologues, etc. Et tout ce petit monde va vivre ensemble. Donc là, vous voyez une photo, là, et là, vous voyez derrière, c'est le camp d'été. Donc c'est le camp où vivent les gens qui arrivent en supplément. Alors, les contraintes de la vie polaire, alors effectivement, il y en a quand même pas mal. Il est impossible de partir pendant 9 mois, donc vraiment dans la période d'hivernage, il est quasiment impossible de partir de Concordia. C'est-à-dire qu'il y a un transport qui se fait par avion pour ramener les équipes. C'est à peu près 4 heures de vol entre la base du Mont d'Urville et Concordia. Et en fait, les avions ne peuvent plus décoller et ni atterrir pendant la période de confinement d'hiver. Il y a des gros efforts qui sont faits aussi sur le recyclage des déchets, aussi bien des ordures ménagères, du carton, tout est recyclé à outrance, voire même ils ont un système de recyclage d'eau usée. Donc, la différence entre les eaux usées qui peuvent être
recyclées euh, en eau courante, et vraiment les eaux lourdes qui sont trop chargées et qui, elles, doivent être évacuées à la fin de l'hiver. Faut savoir aussi, et ça commence à agir énormément sur l'esprit et le moral, c'est qu'il n'y a pas de soleil pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'eux ne voient pas le soleil se lever, ils vont voir juste une faible lueur au loin sur l'horizon, mais ils ne verront pas le soleil s'élever au-dessus de l'horizon. Donc, j'allais dire, là, tout ce qu'on parle en luminothérapie a son importance parce qu'ils doivent récupérer suffisamment de lumière naturelle pour que effectivement le corps interprète ça comme un apport en, en énergie. Il faut savoir, pour emmener toutes les ressources logistiques sur Concordia, on est à peu près sur 3 semaines de convoi par des petits tracteurs qui vont être les uns à la suite des autres. Et il faut 3 semaines pour ramener tout le fuel, la nourriture, le matériel, etc. etc. Donc, c'est vraiment une logistique très, très lourde dans cet environnement. Alors, vous voyez, par exemple, juste avant de finir, vous voyez, par exemple, ce qu'avait fait Cyprien comme test, il en a fait d'autres sur Internet. Il est sorti avec des spaghettis chaudes, et les spaghettis, instantanément, se sont gelés. Il a fait ça avec de la raclette, il a fait ça avec un œuf. Instantanément, tout ce qui va être potentiellement en mouvement peut être figé immédiatement. Donc, les parties les plus sensibles, on va effectivement les protéger au maximum. Alors, pourquoi pourquoi le confinement de Concordia peut être intéressant? Moi, j'ai pris un exemple, j'ai fait un petit parallèle. C'est qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites depuis maintenant 10 ans par rapport aux expéditions Concordia. Et il y a un gros travail qui est intéressant sur l'hibernation psychologique. C'est-à-dire que plus vous allez être dans ce climat un petit peu d'autonomie, vous allez voir les mêmes personnes, vous allez voir le même paysage pendant 9 mois, vous allez vraiment vous mettre dans un cycle un petit peu de pensée récurrent, eh bien, l'esprit va commencer à hiberner. C'est-à-dire qu'il va vraiment se focaliser que sur ses travaux quotidiens, et il va commencer, j'allais dire, un petit peu à aborder un rythme, une routine. Et si je prends les sujets dont parlait Didier Vignot, c'est un petit peu cette partie deuil. C'est-à-dire qu'on se dit, de toute façon, pendant 9 mois, je vais faire les mêmes choses, donc autant s'habituer à faire les mêmes choses pendant 9 mois. Donc, on ressent une hibernation psychologique. Enfin, il y a la gestion du stress environnemental. Le fait qu'on soit sur un environnement qui est très agressif pour l'être humain, le corps se met en défense très très vite. Donc, ce qui fait qu'on va consommer beaucoup d'énergie, et il faut l'économiser à gérer ce stress environnemental, à se protéger, à savoir sentir le froid. Et puis enfin, on a des outils, on va dire, assez pratiques à mettre en place, qui soient du yoga, de la méditation, de l'auto-hypnose, pour récupérer de l'énergie, on va dire, pour récupérer même des fois le moral, et un petit peu faire évader son corps qui est en hibernation, évader son corps et son esprit, pour penser un petit peu à autre chose. Donc là, et tout ça combiné aussi à la gestion de la ressource, puisqu'effectivement, même s'ils préparent très bien leur logistique, effectivement, on essaie d'économiser au maximum les ressources, ne serait-ce que l'eau. L'eau est une denrée très rare. Il y a encore très peu de temps, ils n'avaient pas de toilettes humides, ils avaient des toilettes à incinération. Je ne détaille pas le système, mais effectivement, l'eau était une denrée très rare, bien qu'elle était présente, mais il fallait la traiter, la faire chauffer. Il fallait vraiment gérer les ressources. Je vais prendre même un petit exemple. Il n'y a pas les chambres froides sur Concordia sont refroidies par l'air extérieur qui est modulé. Il n'y a pas de climatiseur à Concordia, c'est juste l'air extérieur qui arrive très très froid et qui va réguler par des ventilateurs. Je vais faire juste une dernière conclusion ça n'a pas tout à fait un lien avec Concordia, mais j'ai pris une photo, je ne sais pas si vous reconnaissez la personne que j'ai pris en photo. Alors l'exemple est tout à fait typique. Là, on voit quelqu'un qui est à moitié nu, juste en caleçon dans la glace. C'est Wim Hof, qui est un Hollandais, qui est connu pour avoir fait des exploits un peu Guinness Record sur effectivement sa maîtrise du froid. Et effectivement, c'est quelqu'un, il y a des études scientifiques des scientifiques qui l'ont suivi, et qu'on arrivait à démontrer qu'en fait, il arrivait à contrôler son corps pour que, par exemple, son liquide lymphatique puisse contrôler sa température superficielle pour éviter de tomber en hypothermie. Donc, c'est quelqu'un, par la méditation, par rapport à, on va dire, sa façon de faire, arrive à maîtriser à la fois son esprit et son corps pour résister à ce type d'environnement. Donc voilà, je trouve que c'était quand même intéressant de partager avec vous, même si ce n'est pas un confinement tout à fait comme Tristan d'Acunha. Là, on est vraiment sur un confinement qui porte plus par rapport à l'environnement
et la partie psychologique de l'être humain. Merci, merci de ton partage, Yann. Effectivement, donc c'est du boulot en plus, les slides, les recherches, tout ça. Merci. Merci. J'espère que vous qui nous suivez sur la Flex Télé, bah, vous appréciez tous ces efforts-là. Évidemment, c'est pour s'inspirer, c'est pour bah, quelque part trouver de l'inspiration, trouver des ressources, trouver ouais, c'est ça, de la ressource. Voilà, je pense que c'est ça. Ton intention, Yann, on Ouais. est d'accord, c'est ça. J'ai pas dit de bêtises. Ah, tout à fait. Moi, je découvre plein de sujets avec ça. Moi, ça me donne des idées. Alors, faut trouver le temps. C'est vrai que le temps est toujours un petit peu une denrée rare aussi. Mais c'est super intéressant de travailler sur Concordia, sur Tristan de l'Acunha. Et puis, j'espère en avoir un petit peu d'autres là sous la main.